Bonjour l'Allemagne, bonjour l'Europe, bonjour à tous qui nous suivez de plus ou moins loin. Je suis Sylvie Rely, probabiliste, chercheuse et enseignante à l'Université de Potsdam. Je prends le relais après cette présentation du directeur de l'Institut de mathématiques, du laboratoire de mathématiques. C'est vraiment une joie de vous recevoir, même si c'est de façon digitale, de vous recevoir ici à Potsdam. Et je souhaite donner quelques mots d'introduction pour souligner la particularité de ce congrès Math&Jeans. Donc, la préparation du congrès, comme vous pouvez l'imaginer, a été assez complexe, on va dire, étant donné la situation de chacun et de tous. On aurait évidemment préféré vous recevoir sur place et non pas en ligne, mais c'est déjà une grande chance qu'on puisse recevoir à l'université une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'élèves et puis que vous puissiez nous suivre de chez vous. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette rencontre qui a plein de facettes. Mais ce congrès Math&Jeans a aussi plusieurs autres particularités. Il se tient à Potsdam et malheureusement pour ceux qui ne peuvent pas le voir, nous sommes devant une très belle colonnade qui date du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Nous sommes au cœur du château, d'un des nombreux châteaux de Frédéric le Grand, Friedrich der Große. Et Frédéric le Grand, tout en étant prussien, était un grand ami et admirateur de la France. Donc, il y a un petit clin d'œil de l'histoire qui fait que nous, Français, nous, francophones, nous sommes de nouveau dans ces lieux-là. Qui plus est, Frédéric le Grand a accueilli les Français dans des circonstances qui n'étaient absolument pas simples. Il a accueilli les Huguenots qui ont émigré de France de façon forcée et il leur a donné ici de quoi implanter non seulement leur famille, mais leur langue, leur culture, etc. Donc, il a fait preuve d'une extrême générosité et c'est dans ce contexte-là que malheureusement l'histoire se répète et j'aimerais donc dédier en fait cette rencontre Math&Jeans à tous nos amis grands, moyens, petits, ukrainiens qui, par les temps qui courent, n'ont pas le bonheur de faire autant de maths qu'ils aimeraient faire, n'ont pas le bonheur de pouvoir aller à l'école, qui se cachent, qui partent, qui sont accueillis par les uns et les autres avec générosité, mais qui rêvent en des temps plus calmes et pacifiques où ils pourraient eux-mêmes participer à nos congrès Math&Jeans. Il se trouve qu'avec M. Dutil, nous avons récemment eu plusieurs discussions avec un collègue de Kiev avant que la situation ne dégénère et nous étions en train justement de penser à élargir le programme à plusieurs lycées de Kiev. Et donc, c'est en pensant à tout cela qui, pour l'instant, n'est pas possible que nous devons mesurer la chance que nous avons d'être aujourd'hui ensemble et à faire des mathématiques dans la joie et dans la paix surtout. Donc, pour vous, Ukrainiens et amis des Ukrainiens, c'est quelques moments de répit pour penser à la science mathématique qui, par essence même, est universelle, n'a pas de frontières et accueille tous ceux qui veulent y participer sans aucune contrainte de nationalité ni de langue, comme le montrent bien entendu ces congrès Math&Jeans qui ont lieu régulièrement. Donc, ces 2 jours, il y aura ces échanges dans différentes langues, français, anglais, sur différents thèmes, mais j'aimerais aussi juste dire un dernier mot sur le fait que nous avons la chance d'avoir 3 exposés qui seront donnés en particulier par d'anciens de Math&Jeans, dont 2 sont déjà dans la salle, des jeunes étudiants, voire des jeunes chercheurs qui ont tellement apprécié l'ambiance et l'état d'esprit de la recherche en mathématiques qu'ils ont voulu continuer plus loin et ils vous en parleront eux-mêmes lors des présentations qu'ils feront aujourd'hui et demain. Merci à tous. Bonjour.
Alors, cette présentation, elle est faite par Jules Richard Chrétien, Jean-Louis Materne et moi-même. Son but, c'est de déterminer l'origine du son, donc d'où vient ce son. Par exemple, si je vous demande de fermer les yeux et que l'un de nous claque dans ses mains, est-ce que vous saurez déterminer d'où vient le son? Eh bien, oui, vous en serez capable, puisque votre cerveau, il va savoir d'où il vient. Maintenant, prenons un exemple concret avec une tête et deux oreilles, une oreille droite et une oreille gauche, et un émetteur qui est placé à droite. Eh bien, le son, il va d'abord aller à l'oreille droite, puis à l'oreille gauche, et ce son, il va parvenir aux deux oreilles avec un écart de temps delta t. Delta t. Nous avons trouvé donc ce delta t, à partir duquel on peut déterminer le son, d'où vient le son. Maintenant, sachant que la vitesse du son dans l'air, elle est de 343 mètres par seconde, et qu'on connaît le delta t, on peut calculer un delta d, donc une différence de distance, en multipliant le delta t par la vitesse du son. Ici, on représente cette situation sur GeoGebra avec une oreille gauche et une oreille droite, séparées par une distance de 20 cm et un émetteur. Et maintenant, on peut affirmer que le delta D, il est égal à la distance EG moins ED, ou on peut aussi dire que la distance EG est égale à la distance ED plus delta D. Ici encore, on a un schéma donc, sur GeoGebra avec toujours l'oreille gauche et l'oreille droite et l'émetteur. Ici, on voit donc que entre la distance EG, il y a un rayon RG en vert qui appartient au cercle vert du centre G. Et on voit que entre la distance ED, il y a un rayon RD qui appartient au cercle rouge du centre D. On ne sait pas où est le point E, mais on sait qu'il est à l'intersection des deux cercles, respectivement le centre G et D, tel que la distance RG est égale à la distance RD plus delta D. Alors ici, je vais manipuler le rayon RG et on voit du coup qu'il y a une courbe qui apparaît. Et en fait, cette courbe, elle représente toutes les possibilités de position où pourrait se situer le point E, car leur delta D est égal par rapport au point G et D. Et donc cette courbe, on appelle ça une hyperbole. Une hyperbole, on peut aussi la définir par une définition cartésienne. Donc c'est x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré, qui est égal à 1. Par exemple, prenons ce point M, qui est un point quelconque sur l'hyperbole. Il appartient à cette hyperbole, car ses abscisses et ses ordonnées sont, donc si on fait la définition cartésienne, est égal à 1. Donc, maintenant, on peut mettre des courbes sur notre GeoGebra. On peut changer le A et le B pour créer différentes courbes. Maintenant, nous allons essayer d'aligner avec l'ancienne courbe qu'on a faite. Et on voit que A est égal à delta D divisé par 2. Et donc nous, on l'a constaté, mais les professeurs nous l'ont confirmé. Maintenant, B, c'est égal à la racine carrée de GD divisé par 2 et tout ça au carré, moins A au carré. Et c'est les professeurs qui nous l'ont donné. Ça veut dire que l'hyperbole, nous pouvons la confirmer grâce au delta D et à la distance GD. Maintenant, si on recule un peu, on remarque que l'hyperbole fait une sorte de droite qu'on peut activer ici. Et on remarque que cette droite, elle passe par l'origine.
Ça veut dire qu'elle est à une situation de proportionnalité. Ça veut dire que x, qu'on peut nommer quelconque, et donc y est égal à k, qui est un coefficient de proportionnalité, fois x. Maintenant, il faut trouver ce k. Ce k, c'est b sur a, et on nous l'a donné. Donc, grâce à k, on pourrait trouver d'où vient le son, car c'est le coefficient directeur de la droite. Conclusion. Maintenant, on peut conclure que si on connaît le delta t, on peut en déduire le delta d. Et si on connaît le delta d, on peut calculer b et a, qui sont les paramètres de l'hyperbole. Et grâce à BA, on peut connaître k, le coefficient directeur de la droite, et donc la direction d'où vient le son. Pour mettre tout ça en situation, on a fait des enregistrements avec cet appareil qui a donc 2 micros, et nous avons fait un schéma de notre salle ici avec les mesures, et nous avons pris les coordonnées du point depuis lequel nous avons tapé des mains, et donc nous avons pris l'enregistrement, et voilà, il ressemble à ça l'enregistrement, puisqu'il s'agit d'un enregistrement stéréo, donc avec 2 pistes. En bas, vous voyez la piste de droite et en haut avec la piste de gauche. Et si on prend ce pic ici du micro de droite, nous voyons que nous pouvons voir le même pic à gauche, mais il y a ce décalage. Et ce décalage, c'est en fait le delta t qu'on a vu juste avant, et qui va nous permettre donc de calculer la direction. Un fichier son, c'est des enregistrements d'intensité. Donc, dans une seconde, 44 000 enregistrements d'intensité sonore seront faits. Et nous avons donc fait un programme Python qui va lire ce fichier son et nous montrer la direction. Donc, dans cette partie, nous allons lire chaque intensité de notre fichier son et prendre la première qui dépasse le seuil de 10 000. Et nous allons enregistrer sa position. Nous allons faire la même chose pour le micro de droite. Et nous allons avoir à la fin 2 positions que nous pouvons soustraire. Et du coup, nous avons la différence de position. Et comme un enregistrement est fait en 1 sur 44 000 secondes, on peut diviser le nombre de positions de différence par par la fréquence, qui est de 44 100. Et du coup, on trouve le delta t en secondes. Ensuite, avec ça, on va pouvoir calculer le delta d d'abord, qui est en fait le delta t multiplié par la vitesse du son. On va aussi pouvoir calculer a et b, qui sont les paramètres de l'hyperbole, et k, qui est le coefficient directeur de la droite, qui va nous permettre de tracer la droite. Et ici, nous allons donc afficher le graphique sur lequel sera affichée la droite, qui montrera la direction du son, du coup. Et voilà, à droite, ici, vous voyez l'exemple de ce que nous a donné le programme Python. Et à gauche, pour comparer le schéma que nous avons fait. Et du coup, nous pouvons voir que les corrections, les directions correspondent bien et que du coup, le programme il fonctionne correctement. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont des questions? Moi, j'ai une question. Et là, vous êtes capable de voir de quelle direction vient le son. Est-ce que vous pourriez chercher un moyen un peu plus fiable de chercher le point précis qui vient le son? Là, on a utilisé 2 micros avec lesquels on va avoir donc un delta t. Et donc, on fait tous les calculs et on va pouvoir trouver une direction. Et ce n'est pas un point précis, mais si on rajoute un 3e micro, on va pouvoir faire ce même calcul de delta t entre le premier et le 2e micro et le 2e et le 3e. Et on va avoir 2 droites qui vont se croiser et on va avoir un point précis pour la position du son. Et d'ailleurs, avec un 3e point, on peut savoir si c'est en haut ou en bas d'où vient le son. Parce qu'on ne vous a pas précisé, mais vous avez vu que la droite, ça pouvait être aussi de l'autre côté. Donc, le 3e point permet aussi de définir si c'est haut ou pas. Oui. Et du coup, avec ce que vous dites, comme l'être humain a 2 oreilles, donc 2 micros,
Un être humain peut juste savoir la direction, mais pas un point précis combien de temps. En fait, l'être humain, il utilise pas seulement. Enfin, l'être humain, il sait, il mesure environ le delta t et il sait à quelle direction correspond un delta t. Mais il a aussi d'autres paramètres comme l'intensité du son ou la clarté du son ou ce genre de choses qui peuvent nous permettre de deviner un peu à quelle distance se trouve l'émission du son. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie chaleureusement.